Et du coup, on va lancer l'enregistrement. Merci beaucoup Nour, à qui je vais rapidement laisser la parole et que je pense vous connaissez toutes et tous beaucoup mieux que moi. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour faire un petit récap sur le programme d'accompagnement. J'en ai rencontré, enfin il y en a certains d'entre vous que j'ai rencontrés, ça commence à remonter, donc ça fera pas de mal d'avoir une piqûre de rappel. Donc voilà, c'est avec plaisir. Et puis vous verrez sur la partie d'après, ça sera un moment plutôt sympathique, un peu plus informel, durant lequel vous pourrez échanger avec les autres restaurateurs, restauratrices du programme. Donc sans attendre, je vais repasser la parole à Julie qui va commencer à vous présenter l'accompagnement de l'Office de tourisme. Oui, alors l'idée, c'est pas qu'on soit dans les grands discours, donc n'hésitez pas à lever la main, prendre la parole, écrire vos questions. C'est vraiment un moment pour répondre à tous vos doutes sur le programme. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions au fur et à mesure qu'on vous présente les différents éléments. Donc comme vous le savez, ou vous le savez pas encore, mais l'Office de tourisme a développé plusieurs programmes d'accompagnement parce que c'est une des choses qui nous avait été demandée à l'époque où on avait fait en 2021 des ateliers, pour écrire notre stratégie de tourisme responsable. Il y avait eu plusieurs de remarques de professionnels qui étaient assez perdus sur les labels, sur les démarches durables à mettre en place, sur les solutions techniques qui pouvaient être disponibles ou les aides financières. Ce qui a motivé l'arrivée, de Nour à l'office de tourisme pour, vous accompagner, être vraiment une interlocutrice privilégiée dans vos démarches. Donc ce matin, on vous présente ce programme, mais Nour est aussi vraiment là pour vous aider si jamais vous avez, besoin d'une solution locale. Elle référence toutes ces solutions qui sont sur le territoire, donc que ce soit sur le programme d'accompagnement vraiment un peu fléché éco-certification ou sur tout autre un peu toute autre question un peu pratico-pratique que vous pourriez avoir, elle peut vous répondre. Cette stratégie de tourisme responsable, elle est coportée, entre l'Office de tourisme et la direction tourisme de Bordeaux, Métropole. Donc Cécile vous parlera juste après, de la participation, enfin des actions de Bordeaux Métropole sur ces sujets-là. Mais sachez qu'en tout cas, en tant qu'adhérent, vous avez le droit à du coaching personnalisé, des sessions de formation que nous prenons en charge aussi à l'Office de tourisme et à Bordeaux Métropole, d'une aide financière sur les labels et d'une veille sur les actualités de tourisme local, de tourisme durable. Ce sont parfois aussi des critères qui sont dans les référentiels et de ce répertoire des assos dont je parlais à l'instant. Nour va reprendre la parole pour faire un petit récap bref sur les raisons qui peuvent vous encourager à rejoindre ce programme ou en tout cas à améliorer vos pratiques. Donc j'avais déjà commencé à vous en parler lors des rendez-vous, mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir une piqûre de rappel sur ces grands enjeux-là. Il faut savoir que nous, à notre échelle, en tant qu'acteurs du tourisme et de l'événementiel, on a un réel levier d'action quant à la crise environnementale. Il faut savoir que le tourisme, c'est la troisième industrie mondiale la plus importante en termes d'exportation selon l'Organisation mondiale du tourisme. Elle est responsable d'à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale. Et pourquoi je dis que nous, on a un réel levier d'action, c'est que les principaux pôles émetteurs, donc c'est les transports, la fabrication de biens et de produits, et on a aussi l'alimentation qui joue une grande part, notamment l'alimentation carnée, on en parlera plus tard, qui joue un rôle dans cette transition-là. À savoir également, je sais que certains d'entre vous travaillent dans l'événementiel. Le tourisme d'affaires, il a une empreinte carbone qui est 2 fois plus lourde que le tourisme d'agrément. Et ça s'explique par le fait que dans les séjours de tourisme d'affaires, ces séjours-ci sont beaucoup plus consommateurs de biens et de services. Il faut savoir que nous, à Bordeaux Métropole, on est très concernés aussi par ces enjeux-là. Bordeaux Métropole a réalisé une étude de vulnérabilité notamment avec voilà, plusieurs scénarios. Et si on continue à ce rythme-là dans nos sociétés actuelles et qu'on atteint les plus 4 degrés à horizon 2100, eh bien, c'est 17 communes de la métropole qui sont concernées par des risques d'inondation, notamment sur la rive droite. On peut aussi se poser la question dans le domaine de la viticulture si on arrivera toujours à produire des vins typiquement bordelais, puisque de plus en plus de cépages ont du mal à continuer à pousser à cause du dérèglement climatique. Et nous avions fait d'ailleurs récemment une formation avec le CIVB qui nous disait que de plus en plus de cépages dans des pays beaucoup plus chauds, comme par exemple le Portugal, étaient acceptés à Bordeaux pour faire du Bordeaux.
Donc voilà, on peut se poser ces questions-là. La seule, solution, bien sûr, c'est d'effectuer une transition environnementale, et donc c'est pour ça aussi qu'on est là, réunis tous ensemble ce matin pour s'engager dans cette même direction. Là, pareil, je vous en avais parlé rapidement. Pourquoi s'engager? Déjà de façon évidente pour, nous, à notre échelle, faire une différence, lutter contre le réchauffement climatique, la pollution, le gaspillage alimentaire et cetera. Il y a aussi le fait que, les personnes, les clientèles sont de plus en plus engagées et touchées par ces sujets-là. Il y a notamment une étude du CRT de la Nouvelle-Aquitaine, qui déclare que 52 des Français déclarent être sensibles au tourisme durable. Donc c'est des choses qui se répercutent, dans nos façons de consommer. Ça peut aussi permettre de faire des économies, notamment sur le plan, énergétique, quand on suit ses consommations d'eau, d'énergie, de gaz. Tout ça, le fait de les suivre, ça nous permet de réduire nos consommations et donc à la fin, on s'y retrouve sur nos factures. Troisième point important, c'est que ça vous permet aussi d'anticiper les évolutions légales. Je pense que vous êtes au courant, il y a de plus en plus de réglementations, que ça soit à l'échelle européenne ou française, qui intègrent des lois, des réglementations en lien avec le développement durable. Vous, vous êtes notamment concerné par la loi AGEC, qui va décider pour tous le tri des biodéchets pour tous d'ici le 31 décembre 2023. Donc, on pourra peut-être en reparler pendant le temps d'échange. Mais, et puis de toute façon, vous verrez, ça fait aussi partie des critères du label écotable. Donc voilà, trouver des solutions pour comment gérer ces biodéchets, c'est déjà anticiper ces évolutions légales qui arrivent très vite. Et bien entendu, la RSE, c'est un sujet qui est très transversal. Donc ça vous permet aussi de fédérer vos équipes autour d'un projet commun. Nous, on l'a vécu en interne avec l'ISO 20121 au sein de l'Office de tourisme, puisqu'on est certifié ISO 20121 pour notre management responsable de notre activité événementielle. Et en fait, cette certification, elle est vraiment venue décloisonner les services, travailler ensemble sur des sujets communs et c'est très gratifiant pour nous tous. Donc ça permet d'embarquer ces équipes dans cette même dynamique à une heure aussi où dans les recrutements, c'est très important de rejoindre une entreprise, de travailler dans une entreprise avec lesquelles on partage les mêmes valeurs. Donc, quelle est la meilleure façon pour vous de vous engager? C'est de rentrer dans un processus de labellisation, de certification. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça vous permet de structurer des actions en lien avec les trois piliers du développement durable que vous voyez ici, donc environnemental, social, sociétal et économique. Et donc de structurer ces actions, d'avoir votre feuille de route pour les prochaines années. J'ai beaucoup d'entreprises qui viennent me voir quand ils sont en début de démarche. Voilà, je ne sais pas par où commencer, on a mis ça en place, mais on ne sait pas comment le structurer. Là, ça vous permet vraiment d'avoir votre feuille de route avec vos outils de travail et qui vous permettent d'avancer justement sur ces sujets en RSE. Et ça vous permet aussi, le fait d'avoir un label, de valoriser bien entendu ces engagements, que ça soit encore une fois auprès de vos collaborateurs, collaboratrices et aussi auprès de vos clientèles. Les labels, c'est vérifié par une tierce partie, donc ça veut dire qu'il y a une personne extérieure à votre entreprise, à votre restaurant, qui est venue vérifier vos engagements. Et c'est très important à l'heure où l'autodéclaratif arrive à ses limites avec tous ces sujets de greenwashing. Le fait d'avoir un label ou une certification, ça vous permet de prouver vos engagements, de prouver qu'une figure d'autorité est venue vérifier ces engagements-là, et donc de pouvoir communiquer de façon efficace et sans risque de greenwashing auprès de vos parties prenantes. Voilà, je vais pas faire plus long. Bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Il y aura aussi un moment de questions-réponses qui est dédié. Et je vais tout de suite laisser la parole à Cécile Garcia qui travaille à Bordeaux Métropole et qui va vous présenter justement l'accompagnement de la métropole sur le label écotable. Merci Nour et bonjour à tous. Alors effectivement, comme l'a dit Julie en introduction, nous avons une feuille de route tourisme responsable et l'accompagnement dans une démarche de labellisation s'inscrit totalement dans cette feuille de route. C'est une des actions concrètes qui est proposée et comme nous accompagnons, les hébergeurs, les sites de visite, ou les entreprises, événementielles, nous avons choisi d'accompagner, sur, le label écotable. Concrètement, en prenant en charge les frais d'adhésion de première année, puisqu'il y a donc, cette inscription à la plateforme Impact. Donc concrètement, c'est 595,20 très exactement, euros par restaurant.
Et donc le reste à charge pour chaque entreprise, chaque restaurant est de 148,80 €. Voilà, exactement. Ce qui serait à régler. Ensuite, tu pouvais passer Nour, excuse-moi. Ensuite, nous avons, d'autres, types d'accompagnement, ce qu'on appelle, chez nous le kit entreprise, kit de la transition écologique. Vous pouvez retrouver ces éléments sur notre site internet, sur le site internet de Bordeaux Métropole et ça vous concerne pas forcément, tout ne vous concerne pas forcément, mais il y a par exemple, c'est ce que j'ai mis en exemple, l'accompagnement des plans de mobilité employeurs ou encore, des aides à la rénovation qui peuvent être, proposées avec un certain nombre de thématiques qui sont couvertes. On parlait des déchets tout à l'heure, la biodiversité, l'eau, l'énergie et cetera. Voilà, donc ça c'est, quelque chose qu'on a en plus et n'hésitez pas bien sûr à revenir vers moi s'il y avait quelque chose qui vous intéressait pour compléter. Merci beaucoup, Cécile. Encore une Merci à toi. fois, n'hésitez pas dans le chat. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Eva qui va vous présenter en détail le label écotable et la plateforme Impact qui vous permet justement d'évaluer vos engagements. Eva, je vais te laisser partager ton écran pour que tu puisses gérer les slides. Alors, tac, Oui, petit alors, changement de la technique. dites-moi quand c'est bon. C'est parfait. Super. Bah, bonjour à tous, parce qu'effectivement, on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger. Donc, comme disait Nour, moi, c'est Eva et je représente Écotable. Donc, voilà, je vais vous représenter Écotable dans les grandes lignes pour ceux qui ne connaissent pas encore bien et surtout rentrer dans le détail du processus de labellisation, des critères de labellisation. Voilà, pour que vous ayez bien en tête tout le fonctionnement et puis comment on va travailler ensemble par la suite. Donc, pour commencer, alors, Écotable, nous, notre mission, c'est vraiment, depuis 2019, d'accompagner tout le secteur de la restauration hors foyer dans sa transition éco-responsable et sa transition vers un fonctionnement plus durable. On travaille avec des profils de restaurateurs très différents. On accompagne aussi bien des restaurateurs indépendants qui ont un restaurant type bistrot, que des restaurants gastronomiques, que également des établissements de restauration collective, publics ou privés. On travaille également avec la restauration qu'on appelle événementielle, donc sur des festivals comme le Wheel of Green, etc. Voilà, je vous ai mis plusieurs exemples sur cette page. Vous pouvez regarder plus tard si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment de faire progresser tout le secteur, tous les acteurs, peu importe le niveau d'engagement initial, peu importe les problématiques que chacun peut rencontrer. Et pour cela, on a développé justement plusieurs solutions qui vont permettre aux restaurateurs d'entamer une transition. Le premier, c'est la plateforme Impact. Je vous en reparlerai un petit peu après. C'est une plateforme en ligne justement qu'on a développée pour permettre de simplifier le processus de mesure d'impact environnemental. Puisque, voilà, comme le disait Nour, lorsqu'on veut avoir une mesure d'impact fiable, sérieuse et précise, il nous faut des métriques, il nous faut des mesures, mais on connaît aussi les contraintes des restaurateurs en termes de temps, etc. Et donc, on a développé un outil qui permet de simplifier le plus possible tout ce processus. Comme je le disais, la deuxième solution, c'est vraiment de l'accompagnement, puisqu'au-delà de mesurer son impact environnemental, c'est pas toujours évident de trouver des solutions, donc que ce soit identifier les axes de progression qui sont pertinents pour notre restaurant, les fournisseurs, les prestataires vers lesquels on peut se tourner, etc. Donc, on accompagne chacun de nos clients justement dans sa réduction d'impact. Chaque restaurateur a des problématiques différentes, donc c'est vraiment quelque chose de sur-mesure. Troisième point, la partie communication, qui repose donc notamment sur le label Écotable, dont on parlera plus en détail juste après, et aussi sur le Resto Score, qui est un outil différent. C'est pas un label, c'est une notation environnementale qui permet de mesurer l'impact moyen de son restaurant. Et enfin, dernière partie, c'est de la sensibilisation et des formations. Alors, aussi bien justement pour les professionnels du secteur, pour des gérants, gérantes de restaurants, pour des équipes en cuisine, en salle, que pour le grand public, justement, pour sensibiliser à l'importance de l'alimentation durable et puis voilà, boucler la boucle et toucher tout le monde. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas
à les noter dans le chat pour pouvoir me les poser à la fin de la présentation. Là, je déroule un petit peu, mais surtout notez bien toutes vos questions. Le label écotable, donc rentrons dans le vif du sujet. Pour vous redonner un petit peu de contexte, c'est un label qu'on a créé en 2019, donc à la création d'Écotable, et qui a pour objectif d'identifier et de mettre en avant les restaurants éco-responsables sur la base d'un cahier des charges qui est public. Déjà, ça, c'est un point qui est essentiel pour nous, pour pouvoir sensibiliser aussi le consommateur à ce qu'est un restaurant engagé via le label Écotable. Et qui porte sur en fait toutes les problématiques liées à l'éco-responsabilité en restauration. On a plusieurs axes d'analyse en tout. Il y a évidemment le sujet de l'approvisionnement alimentaire, le volet consommation d'énergie, consommation d'eau, gestion et réduction des déchets, choix des produits d'entretien, etc. Bon, je ne vous invite pas forcément à lire tous les critères maintenant. Encore une fois, vous aurez le document après, mais je vais par exemple parcourir avec vous les critères du premier niveau de labellisation pour que voilà, déjà un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous voyez que le premier critère, c'est au moins 15% de mes produits sont issus de l'agriculture biologique ou de filière durable. Premièrement, ce 15%, c'est un pourcentage qu'on calcule en termes de poids des produits dans votre approvisionnement, puisque je vous expliquerai juste après, mais lors de l'audit, justement, on analyse vos factures d'achat sur un mois, ce qui nous permet de connaître les proportions des différents produits. Et qu'est-ce qu'on entend par filière durable? En fait, on ne se limite pas aux produits labellisés agriculture biologique pour les qualifier de durables, parce qu'on sait voilà, qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui, pour des raisons financières ou parfois juste par choix, ne sont pas labellisés bio, alors que certaines de leurs pratiques sont assimilables à du bio. Donc, en fait, nous, on va vraiment creuser dans le détail lorsqu'on fait votre audit par fournisseur pour comprendre comment est-ce qu'ils travaillent. Et puis, on a nos grilles de lecture pour les produits issus de l'élevage, pour les produits issus de la pêche, pour les produits végétaux, etc. On regarde la densité de l'élevage, l'utilisation de pesticides, les méthodes de pêche, etc. pour pouvoir juger de la durabilité. Et aussi vous faire un retour, parce que ce n'est pas seulement pour vous contrôler, entre guillemets, c'est aussi pour que vous puissiez aller un petit peu plus loin et mieux comprendre justement les pratiques de vos fournisseurs si vous n'avez pas l'expertise vous-même pour le comprendre. Deuxième point, je respecte strictement les saisons pour les fruits et légumes cultivables en France. Donc, ça ne s'applique pas, par exemple, aux produits exotiques, aux fruits exotiques, uniquement aux fruits et légumes cultivables en France. Ensuite, tous mes œufs et ovoproduits sont d'origine bio ou plein air. Je propose au moins un plat végétarien. J'effectue systématiquement le tri sélectif. Une solution à emporter type doggy bag est mise en place pour les clients. Pour la restauration sur place, je sers mes clients dans de la vaisselle réutilisable. Donc, les 3 derniers points, tri sélectif, doggy bag et vaisselle réutilisable, ce sont des obligations légales, en fait, depuis janvier 2023 pour les restaurateurs, mais voilà, qu'on rappelle quand même dans le cahier des charges. Et pour la vente à emporter, le critère est qu'une alternative au tout jetable soit proposée, donc soit une solution avec la consigne, soit plus simplement la possibilité pour le client de venir avec son propre contenant et une communication qui entoure cette possibilité. Voilà, donc là, j'imagine que généralement, il y a pas mal de questions sur les critères, etc. Donc, encore une fois, notez-les bien. Je ne parcours pas tout. On y reviendra si vous avez des questions. Mais donc voilà, c'est vraiment un label qui est évolutif aussi pour vous permettre voilà, de vous fixer des objectifs de progression d'une année sur l'autre et puis de progresser petit à petit dans votre démarche. Les critères évoluent très peu. On les revoit en fait annuellement pour aussi prendre en compte les évolutions de la législation. Puisque par exemple, nous on parlait tout à l'heure de la valorisation des biodéchets. En janvier 2024, ça deviendra une obligation également pour les restaurateurs. Donc, ça pourra évoluer aussi du 3e niveau de labellisation au 1er. Voilà. Mais globalement, les critères évoluent peu. Un petit point sur justement pourquoi être labellisé écotable, même si nous on en a déjà parlé. Mais peut-être un point plus précis sur le label écotable. Le premier objectif, c'est que cela permet de crédibiliser votre démarche éco-responsable
C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit en fait, nous, que c'est avec les restaurants, c'est les restaurants les plus engagés qui souvent ont le plus de mal à en parler et à le mettre en avant, puisque justement, comme ça vous paraît naturel et que c'est vraiment sincère et que ça vous paraît être la seule façon de travailler, vous avez l'impression de faire du greenwashing si vous parlez trop de vos fournisseurs, de la façon dont vous gérez vos déchets, etc. Et donc, beaucoup de restaurateurs viennent nous voir en nous disant, en fait, moi, je veux un label crédible et exigeant, justement, pour ne plus avoir à rabâcher à longueur de journée tout ce que je fais bien et que tout soit rassemblé grâce à un label. Donc voilà, c'est pour ça que le fait d'avoir un label aussi exigeant que le label écotable et avec un cahier des charges qui est public, ça vous permet, en termes de communication envers votre clientèle, de simplifier toute cette communication. Le deuxième point, c'est aussi tout simplement d'accroître votre visibilité, puisque l'objectif, c'est aussi justement de se faire connaître auprès de la clientèle qui est de plus en plus engagée, de plus en plus à la recherche de restaurants qui sont en accord avec leurs propres engagements. Et lorsque vous êtes labellisé écotable, on vous met en avant, donc premièrement sur tous nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., mais aussi et surtout sur la carte de tous les restaurants labellisés écotables que les consommateurs utilisent directement justement pour choisir des restaurants. On y reviendra après aussi en termes de communication, comment ça fonctionne. C'est évidemment un point essentiel. Et il n'y a pas seulement la clientèle aussi qui est intéressée par les engagements RSE des restaurants, mais aussi, comme vous le savez sûrement, le personnel, vos équipes en cuisine, en salle. On donne des formations en école hôtelière depuis quelques années et puis on voit en fait que le sujet est de plus en plus important pour les étudiants qui sont de plus en plus à la recherche de restaurants et d'employeurs de manière générale en fait, qui sont engagés sur ce sujet-là. Donc, ça permet vraiment aussi de réduire le turnover et de fidéliser et d'engager les équipes de démontrer d'action RSE. Et ça, je pense que Ellie Darcos pourra vous en parler mieux que moi. Et enfin, ça permet aussi de rejoindre un réseau de restaurateurs engagés qui partagent vos valeurs, avec lesquels vous pourrez aussi partager des bonnes pratiques et voilà, voir que vous n'êtes pas tout seul dans cette démarche-là. Euh, Ensuite, pour entrer dans le détail du processus d'audit, je vous ai mis ici une petite frise pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, l'audit en lui-même se découpe en 2 temps. Il y a un questionnaire que vous remplissez, puis une analyse de vos factures et justificatifs qui est faite par Écotable. Ensuite, donc, Écotable analyse vos factures et puis ensuite, on fait le bilan ensemble, on vous adresse des recommandations, on voit si vous êtes éligible au label Écotable et si oui, justement, on organise toute la partie communication, etc. Donc ça, c'est voilà, pour les grandes lignes. Questionnaire, analyse des factures et puis recommandations, labellisation, etc. Plus dans le détail, la partie questionnaire, c'est un questionnaire qui comporte environ 150 questions. Donc, ça fait toujours un peu peur quand je donne ce nom, mais vous inquiétez pas, c'est un QCM en fait, donc ça va vraiment vite. En moyenne, on compte entre 30 minutes et 1 heure pour le remplir. Après, tout dépend. Pour un établissement indépendant, ce sera assez rapide. Pour peut-être un groupe où il y a différentes personnes qui ont les réponses à différentes questions, ça peut être plus long. Mais voilà, en moyenne, on compte 1 petite heure. C'est un questionnaire qui porte sur nos 8 axes d'analyse. Je vous ai présenté les principaux tout à l'heure et qui permet vraiment à la fois pour nous de bien comprendre votre profil, vos méthodes de travail, votre offre, votre carte qui est déjà mis en place au sein du restaurant. Et à vous de aussi faire votre auto-évaluation, de vous challenger un petit peu, d'identifier des questions que peut-être vous ne vous étiez pas encore posées. Donc voilà, cette partie du questionnaire est déclarative. Et la deuxième partie, on va vraiment rentrer dans l'analyse de vos documents et vos factures, vient une fois que le questionnaire a été complété. Alors, les factures qu'on analyse, comme je disais tout à l'heure, on analyse toutes vos factures d'achat alimentaire et de boissons sur 1 mois.
sur un mois, tout simplement, pour avoir une quantité de factures suffisamment importante pour qu'elle soit représentative de ce que vous commandez dans votre restaurant, pour qu'on puisse calculer les proportions des différents produits, puisque voilà, c'est important d'avoir des proportions aussi pour vous faire des recommandations pertinentes et pour vérifier votre éligibilité au label. On analyse également vos factures d'achat de produits d'entretien. Si vous valorisez vos biodéchets, par exemple, les justificatifs qui en attestent. Si vous si vous travaillez avec un fournisseur d'énergie verte, de même, les justificatifs qui l'attestent. Et encore une fois, tout est résumé sur notre plateforme Impact. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais évidemment, vous avez des accès du coup, individuels à Impact pour pouvoir justement piloter toute cette démarche d'audit. Tout comme le questionnaire, pour le questionnaire, vous pouvez répondre au questionnaire en plusieurs fois, enregistrer, revenir plus tard. Pour les factures, vous pouvez aussi déposer une partie des factures, etc., revenir plus tard. Et une fois que tout le dossier est déposé, justement, les équipes d'écotables en interne analysent toutes vos factures, toutes vos données, etc. Ça prend en moyenne 2 semaines. Ça peut être plus long si, par exemple, il faut aller creuser un petit peu et investiguer auprès de certains fournisseurs pour lesquels on a du mal à avoir des informations, s'il nous manquait quelques factures, etc. Mais voilà, en moyenne, ça prend 2 semaines. Et à l'issue de ces 2 semaines, justement, on fait un bilan ensemble. Déjà pour identifier les points forts de votre audit, les recommandations qu'on vous aura faites justement pour réduire votre impact et notamment accéder au niveau suivant de labellisation. Ça peut être le premier niveau si vous n'étiez pas éligible ou le deuxième ou le troisième justement si vous avez déjà eu un macaron écotable. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de progresser ensemble et de vous donner les clés pour que vous puissiez avancer par la suite. Et la capture d'écran que vous voyez ici, justement, c'est votre tableau de bord en fait, sur notre plateforme Impact, une fois que l'audit a été complété, avec donc, votre niveau de labellisation, votre Resto Score également, qui, comme je disais tout à l'heure, reflète votre impact moyen, votre score sur chacun des 8 axes, etc. En termes de communication, justement, si vous êtes donc éligible au label écotable, votre restaurant sera mis en avant, comme je disais tout à l'heure, donc sur notre site écotable.fr qui regroupe la carte des restaurants labellisés écotables, sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et comme je disais, LinkedIn, si jamais c'est pertinent pour vous aussi, si vous avez une clientèle professionnelle, etc. Et sur nos cartes partenaires, donc avec Mapster que vous connaissez peut-être, Quant Maps qui est un peu moins connu. Quant, c'est un moteur de recherche éthique qui a donc une partie Maps comme Google Maps. Voilà pour cette partie communication. Et ensuite, juste une petite annexe, disons, sur les ressources disponibles sur Impact, puisque comme je disais, notre objectif, au-delà de la labellisation et la mesure d'impact, c'est que vous puissiez avoir accès aussi à des ressources pour progresser. Donc, au-delà de votre interlocuteur humain et de votre auditeur chez Ecotable qui pourra vous aider, on met beaucoup de ressources à votre disposition sur la plateforme. Premièrement, une feuille de route qui en fait regroupe toutes les recommandations qu'on vous aura faites sur chacun des 8 axes. Comme ça, vous avez une liste que vous pouvez justement vous approprier pour prioriser un petit peu les points sur lesquels vous voulez travailler. Si par exemple, vous voulez leur attribuer des échéances temporelles pour structurer ça dans le temps aussi, c'est faisable. C'est vraiment justement à vous de la prendre en main pour structurer votre progression si vous le souhaitez. Une autre ressource très importante qui est très appréciée généralement, c'est notre annuaire de prestataires engagés. En fait, c'est un annuaire qui regroupe aujourd'hui à peu près 450, je crois, fournisseurs et prestataires qui couvrent tous les biens et services globalement qui peuvent répondre à vos besoins. Donc, c'est aussi bien des fournisseurs alimentaires que de produits d'entretien, que des solutions justement pour valoriser vos biodéchets, des fournisseurs de mobilier, d'équipements, etc. Il y a tout type de profil, aussi bien des petits producteurs locaux que des coopératives, des grossistes en bio ou assimilés, parce que voilà, tout le monde a des besoins de logistique, de coûts, etc., et de volumes différents. C'est des fournisseurs dont on a vérifié
qu'ils sont en adéquation avec les valeurs décotables. Donc, vous n'avez plus en fait à vous soucier de cette partie engagement éco-responsable. C'est vraiment pour que vous puissiez aller piocher dedans en étant sûr que voilà, ils seront alignés avec vos valeurs. On n'a aucun lien commercial avec les fournisseurs qui sont référencés. C'est vraiment quelque chose qu'on fait pour vous faciliter la tâche sur le sourcing, disons. Et enfin aussi, il y a des contenus pédagogiques en fait sur l'éco-responsabilité en restauration, puisque bah, voilà, il y a beaucoup on le verra tout à l'heure avec le quiz dont on aura commencé à parler, mais c'est parfois compliqué de s'y retrouver entre le bio, le local, le circuit court de saison, etc., pour parler que de l'approvisionnement. Donc voilà, c'est des articles qu'on pense vraiment en pratico-pratique pour vous donner les clés pour, par exemple, s'y retrouver parmi les différents labels, savoir comment choisir ses produits de la mer, savoir comment réduire ses consommations d'eau au sein du restaurant. Il y a vraiment beaucoup de contenu que je vous invite à aller consulter. Voilà pour cette présentation. Donc, j'ai pas trop regardé niveau timing où on était, mais j'imagine que si vous avez quelques questions, peut-être je peux y répondre maintenant. C'est parfait, on est parfait en termes de timing. Donc, n'hésitez pas, soit vous l'écrivez dans le chat, soit vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question directement à Eva. Sauf si ça a été hyper clair. Les questions viendront peut-être avec le témoignage aussi et le calendrier qui viendront après. On Ok, laisse bon, quelques parfait. minutes si jamais. C'est très clair. Bah, c'était très très clair en tout cas. Parfait. Vous pourrez toujours les Alors, poser à la fin, sinon, de toute Mm. façon. voilà, tout à fait. Je vais revenir rapidement sur le calendrier d'accompagnement. Pareil, j'avais commencé à vous en parler quand je suis venue à votre rencontre. Donc aujourd'hui, ça marque officiellement le lancement du programme. On verra après pour les détails, mais vous aurez accès d'ici les prochaines semaines. Justement, vous pourrez créer votre compte sur la plateforme Impact, etc. La question qu'on voulait vous poser, donc quand j'étais venue vous voir, chacune, je vous avais demandé si vous préfériez avoir une matinée/journée de formation en lien avec le label Écotable pour vraiment vous préparer à la candidature, vous permettre d'échanger en présentiel, ou bien une visite sur site. Ce qui a été remporté à la majorité et ce que vous souhaitiez le plus, c'était plutôt une matinée de sensibilisation. Et en fait, on a bloqué 2 dates au choix et on voulait savoir si vous seriez plutôt disponible le 11 décembre ou le 15 janvier. Et donc là, pour les timides, vous allez être obligé d'ouvrir votre micro ou de lever la main, de communiquer avec des emojis pour qu'on puisse savoir quelle date on va arrêter. Ce sont des lundis. Voilà. Alors, du coup, qui a une préférence pour le 11 décembre? Vous pouvez lever la main sur votre caméra, mettre un message le 11 décembre. Alors, personne. Donc, le 15 janvier? Aucun des deux? Cécile, on n'entend pas, le micro est coupé, pardon. Le 15 janvier, pour moi, c'est bon. Ok. Ok. Sébastien, je vois que vous avez débloqué votre micro 15 janvier? 15 janvier, c'est bon. 15 janvier, 15 janvier. merci. Ah bon. Donc, on vous invite à vous noter d'ores et déjà cette date, puisque tout le monde a l'air OK sur le 15 janvier. Alors, je vois des messages. Oui, 15 janvier. Olivier, Ok. Camille. 15 janvier. Parfait. Ça a l'air de faire Il y a l'unanimité. juste Bertrand et Manon qui sont là, qui ne se sont pas prononcés sur des dates. Moi, les deux dates me conviennent, donc ça m'est égal. OK. Ok, super.
et Manon le 15 15 janvier. janvier. Ah bah c'est On super. va vous envoyer un mail. Alors, il me semble qu'il y a 2 restaurateurs dans le programme qui ne pouvaient pas être là ce matin, Oui, malheureusement. à qui on va envoyer la date, mais on vous invite d'ores et déjà à vous la bloquer dans vos agendas. De toute façon, nous, on vous fera un retour, mais vous pouvez Mm. déjà vous la bloquer. Merci beaucoup. Merci, je pensais pas qu'on ferait l'unanimité aussi vite. C'est plutôt pratique pour la suite. Donc pareil, n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent. Je vais laisser la parole à Élie Crépeau, qui est le directeur développement durable chez Arcos. Plusieurs restaurants Arcos sont labellisés écotables. Du coup, il pourra vous faire un retour d'expérience et vous dire ce qu'il a pu mettre en place, ce qui a été mis en place en tout cas dans les divers restaurants. Merci Nour, bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette super photo. Pardon pour le bonnet, mais il fait un peu moins de 15 degrés chez moi pour certaines raisons, donc j'ai pensé que ce serait moins hostile qu'une veste. Donc je suis directeur développement durable du groupe Arcos. Je travaille sur Ecotable depuis plusieurs années, depuis mon arrivée chez Arcos en 2019, qui correspond à l'année de la création d'Ecotable. Peut-être juste quelques repères sur nous, notre activité, pour que vous puissiez vous situer par rapport à nous. Donc Arcos, c'est un groupe qui crée et qui exploite des salles d'escalade qui intègrent des restaurants, des vrais restaurants. On en a partout en France, donc à Bordeaux bien sûr, mais aussi à Lille, jusqu'à Nice, en passant par Rouen, l'Île-de-France, Tours, Lyon, Toulouse, Marseille, la Haute-Savoie, etc. On sert un peu plus de 350 000 repas par an. On est ouvert 7 jours sur 7, avec 2 services par jour. Et puis, on doit avoir un panier moyen de 16,50 €, un peu plus. 19 avec les boissons. Voilà. Et la restauration, c'est très important pour nous parce que ça pèse 30% de notre chiffre d'affaires. Donc, comme disait Nour, effectivement, on a 19 restaurants qui sont engagés dans Ecotable. 19 restos, donc autant de chefs, autant de cartes. On a des cartes qui varient sur chaque restaurant, même si on a un cadre avec des règles générales pour la construction des cartes. On pourrait y revenir. Et on en aura 23 l'année prochaine avec les dernières inaugurations. Et notre dernier audit écotable, il date du début de cette année. On a eu 1,8 macarons, si je puis dire, en moyenne par restaurant, ce qui est à peu près stable par rapport aux années précédentes. Et on a même encore un restaurant qui a obtenu les 3 macarons. Voilà. Donc, ce n'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et puis, historiquement, il faut aussi avouer qu'on a déjà eu des échecs. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a réussi qu'on y arrive à tous les coups. Il faut rester vigilant. Je me suis noté quelques points à la Prévert pour faire un tour d'expérience. Si jamais je ne couvre pas tout, vous n'hésiterez pas à poser vos questions dans les quelques minutes, dans les 5-10 minutes qui sont prévues pour ça après mon point. Donc, petit retour en arrière, on est en 2019. On a une démarche qui est historiquement engagée, mais qui est surtout avec une logique de sourcing local. Et notre souhait à ce moment, ça correspond exactement à ce que disait Eva, en fait, c'est de trouver un cahier des charges et Nour, un cahier des charges sur la restauration responsable qui soit scientifiquement fondé. Ça, c'était hyper intéressant, hyper important pour moi. Et puis de faire évaluer et valider notre démarche par un tiers externe indépendant. Donc 2019, ça correspond à la période d'émergence des quelques labels de restauration durable qui existent. Donc on regarde un petit peu ce qui se fait et puis on choisit Ecotable. Et l'avenir dira qu'on a bien fait, puisque quand un triple étoilé Michelin choisit de se faire labelliser comme un triple étoilé comme le Clos d'Essence, c'est Ecotable qui choisissent. Et puis en septembre dernier, quand Alain Ducasse organise son sommet sur la gastronomie durable, c'est Ecotable qu'ils invitent à prendre la parole. Donc on ne s'est pas vraiment trompé. Donc on a trouvé chez Ecotable notre cahier des charges, on a trouvé notre auditeur, et au final, en fait, on a même trouvé beaucoup plus que ce qu'on était venu chercher. On a trouvé une dimension santé et sociale qui était hyper intéressante. On a la plateforme Impact avec tout le bloc ressources que vient de vous présenter Eva, qui est super intéressant. Quand on se demande pourquoi est-ce que on ne peut pas prendre le label rouge pour du porc, suffit pas, il faut du plein air liberté, il suffit de taper label rouge porc et puis on a l'information qui sort. C'est écrit pour les chefs, donc ça c'est hyper bien fait. Il y a l'annuaire qui est aussi une ressource hyper intéressante.
Et puis, un truc qui corrobore le fait qu'Ecotable était vraiment un bon choix, c'est qu'en fait, ils sont hyper actifs sur la promotion, de la prise de conscience autour de l'importance de la restauration durable. Ils ont une grosse présence dans les médias et du coup, ça renforce la légitimité du label, en plus du fait d'être hyper important au niveau global. Donc, nous, quand on a commencé en 2019, on travaillait déjà avec des cartes assez courtes qui sont renouvelées régulièrement pour coller évidemment à la saisonnalité des produits. Ça, je pense que vous êtes déjà dans cette démarche si vous vous intéressez à Ecotable. On n'avait pas d'espèce de poisson menacé à la carte. On cuisinait pas d'avocat. Ça, c'est un peu plus un choix personnel, pas de saumon. On avait déjà des options végétariennes. Ça fera peut-être sourire certains d'entre vous, mais il faut vous rappeler qu'à la base, Arcos, ça a été créé par des jeunes qui aiment l'escalade. Et leur idéal gourmet, c'était burger, frites, bière. Voilà, donc, les changements principaux qu'ont suivi l'engagement Ecotable. Alors, avec les fournisseurs, déjà, on a fait un énorme travail qui ne s'arrête jamais vraiment. Ça, c'est le plus gros travail de fond qu'on fait. On essaie de rationaliser, même si on continue d'avoir une logique d'approvisionnement local. Donc, ça fait, comme on est un peu partout, ça fait beaucoup, beaucoup de boulot. On a augmenté notre part de végétariens sur les entrées, sur les plats à 50%. On a beaucoup réduit la part de viande rouge dans nos produits carnés, notamment sur les burgers. D'ailleurs, c'est une des plus grosses surprises de notre expérience, c'est que pour nous, le burger bœuf, c'était vraiment un incontournable, même un pilier de nos cartes. On pensait qu'on ne pourrait jamais s'en passer. Aujourd'hui, il arrive souvent qu'on n'ait même pas de viande rouge du tout à la carte. Voilà. Ou que nos burgers volaille, porc ou végé, on en met, mais qui marchent vraiment très bien. Et puis, on a complètement arrêté les ovoproduits liquides et on est passé à 100% œufs coquilles. Pour vous, c'est peut-être déjà le cas, mais pour nous, c'était une nouveauté parce qu'il y avait des erreurs sur les commandes. Et puis voilà, puis ça se passe très bien parce qu'on a des chefs qui savent gérer ça. L'inquiétude était plutôt par rapport aux équipes, étant donné que, comme on est ouvert 14 services par semaine, et il y avait forcément parfois des petites erreurs. Voilà. Ce qu'Ecotable nous a apporté, alors déjà de l'ordre dans les priorités. Un enseignement pour nous qui est vraiment clé d'Ecotable, c'est, je dirais, l'importance de la production sur l'impact environnemental et santé, bien sûr, relativement au transport. Autrement dit, un produit local, c'est bien, mais sa production, sa méthode de production, c'est encore plus important. Voilà. Et donc ça nous a permis un peu de relâcher l'exigence qu'on se mettait sur il faut absolument se sourcer à moins de 150 km de chez nous, en disant on peut aller chercher un peu plus loin un produit en bio, ou mieux que bio, ou équivalent bio. Voilà. Ecotable nous a aussi apporté une grosse capacité à aller investiguer sur les pratiques de nos fournisseurs. Parfois, c'est difficile d'avoir des informations sur leurs méthodes de travail, les méthodes d'élevage ou leurs pratiques agricoles en général. Et eux, ils sont capables d'aller décrocher le téléphone, d'aller contacter les fournisseurs. Donc ça, c'est un gros plus. Ça nous a sécurisé sur certains fournisseurs et ça nous a éclairé sur d'autres. Voilà. Ça nous a apporté beaucoup de fierté pour les chefs et le staff. D'ailleurs, c'est une aide au recrutement pour nous. On a des chefs que ça intéresse au recrutement qui nous disent j'ai vu que vous travaillez là-dessus, moi c'est un sujet qui compte pour moi, donc ça c'est pas rien, étant donné le turnover qu'on connaît tous dans la restauration et la difficulté que représente le recrutement d'un chef. Et puis ça nous a apporté une reconnaissance, alors un peu étonnante de nos clients. On a fait nous un questionnaire satisfaction client il n'y a pas longtemps, au sein duquel on a posé des questions sur Ecotable. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que c'est important pour vous? Alors d'abord, on avait plus de 50% de nos clients qui connaissaient. Alors on a fait un peu de promotion dessus depuis, mais on pensait que ce serait moins parce qu'on a des clients qui ne mangent pas chez nous, qui viennent juste pour grimper. Et on avait 45% qui ne connaissaient pas, mais qui trouvaient ça hyper bien, qui nous encourageaient à continuer. Et on avait un petit 4% de clients qui s'en fichent. Et de toute façon, je crois que quelle que soit la question qu'on leur posait, ils répondaient de la même manière. Donc un gros succès de ce côté-là. On a eu beaucoup de retombées médias sur les 5 dernières années autour d'Ecotable. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'articles qui parlent d'Arcos parce que les restaurants Arcos sont engagés et mentionnent toujours le fait qu'on soit labellisé Ecotable. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le même nombre de citations si on n'avait pas eu cette validation externe par Ecotable. Pardon. Et puis, ça a généré un peu de trafic client chez nous. Alors, c'est difficile de mesurer. Nos clients ne se déclarent pas forcément présents parce qu'ils nous ont trouvés sur le site d'Ecotable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu des réservations
par exemple, d'entreprises qui nous disaient, bah voilà, on avait envie de faire manger 20, 30, 40 de nos collaborateurs chez vous, et on a cherché, parce que c'est cohérent avec l'engagement de la boîte, on a cherché un resto qui soit engagé, on allait chercher sur Ecotable, on vous a trouvé, vous êtes près de chez nous, donc on est venu pour ça. Donc ça arrive qu'on le sache, voilà. Et je suis sûr que ça arrivera de plus en plus. Sur la com, auprès de nos clients, nous, ce qu'on fait, c'est on communique sur notre site internet, on communique sur nos cartes, on dit un mot sur nos engagements en général et sur le fait qu'on soit labellisé Ecotable. On a des stickers que nous fournissent Ecotable qui indiquent qu'on est labellisé, un peu comme des stickers TripAdvisor ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est visible. Et puis, on fait de la communication sur nos réseaux sociaux de manière régulière, notamment à l'issue des périodes d'audit, quand on est labellisé. On fait des petits rappels sur les résultats qu'on a obtenus. Voilà. Alors, pour embarquer nos équipes, pour embarquer les équipes, on a dû beaucoup expliquer, beaucoup communiquer. Notamment, on a fait des sessions de sensibilisation. Alors, sur le fond, sur les enjeux environnementaux, de la filière alimentaire et sur les enjeux santé de la filière alimentaire. On a même d'ailleurs dans cette occasion, organisé un petit concours interne de cuisine végane. Je fais moi régulièrement des rappels et des pense-bêtes en dehors des périodes d'audit pour que le sujet continue de vivre. On a mis en place même une prime sur les résultats chez nous pour dire voilà, c'est un sujet qui compte pour Arcos. Donc, si vous y arrivez, vous avez un petit quelque chose en plus. Et évidemment, plus le résultat est élevé, plus la prime est conséquente. Et puis, comme on a quand même beaucoup d'enjeux entre notre engagement Ecotable, la gestion des coûts matières, etc., on a créé un book de recettes qui marche et qui permettent d'atteindre tous nos objectifs. Et donc, les chefs les chefs, ils adorent créer, ils aiment que leur cuisine leur corresponde, mais on a aussi des suggestions tous les jours qui changent. Et des fois, ils sont un peu à court d'idées, ils sont fatigués, ils sont en panne d'inspiration, donc ils peuvent aller chercher dans le book quelque chose qui marche. Voilà. Pour finir, 2 points. Peut-être ce qui a été le plus difficile pour nous, c'est de trouver les bons fournisseurs et de stabiliser bons fournisseurs, donc à la fois qu'ils soient labellisés, considérés comme durables par Ecotable pour atteindre les pourcentages dont vous parlez, Eva, qui augmentent à chaque niveau de macaron, et qui, en plus de ça, nous permettent d'atteindre nos objectifs de coût matière, qui répondent à nos besoins en matière de délai de livraison, les modes de commande, d'atteindre nos francos, qui sachent bien gérer les ruptures, parce que ça arrive qu'on ait des soucis avec les fournisseurs, on commande du bio, et si parfois c'est un fournisseur qui ne fait pas du bio, il y a rupture, et ben, il nous met un truc qui vient de je ne sais quel pays et qui est produit en conventionnel, et puis après nous, on a le choix entre le refuser et avoir un souci sur le service à midi, ou alors ou le soir, ou alors l'accepter et puis prendre le risque de descendre nos pourcentages vis-à-vis des quotables. Donc voilà, il faut trouver des fournisseurs avec qui on sait bien travailler, avec qui on prévoit les produits de remplacement. Ce qui a été difficile aussi pour nous, c'est que s'engager sur le bio, c'est pas facile, surtout depuis le Covid. Pareil pour la volaille, depuis la grippe aviaire, etc. Donc ça, c'est pas forcément évident. Et puis de maintenir le niveau de connaissance auprès de nos chefs. Quand les équipes se renouvellent, ça c'est un engagement permanent. Il faut réexpliquer dès que le chef arrive, on lui explique tout. Je le briefe sur comment ça va se passer les audits, les objectifs, pourquoi on fait tout ça, etc. Donc ça, il faut vraiment, c'est un travail permanent. Et puis dernier point, c'est mes astuces pour réussir. J'insiste beaucoup sur les chefs sur 3 points clés qui sont aussi les points de vigilance, parce que c'est là-dessus qu'on a eu le plus d'accidents. Le premier, c'est de surveiller d'avoir en tête le pourcentage en poids total des ingrédients achetés de durables. Et là-dessus, je leur dis, soyez rationnels, essayez de viser d'abord les produits qui sont les plus importants, les produits clés. Donc, c'est d'abord les fruits et les légumes qui pèsent lourd, que vous commandez régulièrement. Ça va être pour nous de la pomme de terre parce qu'on fait pas mal de frites. Ça va être les salades qu'on cuisine tout le temps, les carottes qu'on cuisine un peu toute l'année, et puis de façon saisonnière, oignons de façon saisonnière, les courges, tout ça, etc. Les produits qui tournent beaucoup, les produits ratatouille pour l'été. Là-dessus, visez le bio, ça pèse lourd, vous en commandez beaucoup. Donc ça, c'est un truc qui marche très, très bien. Deuxième point de vigilance, c'est les œufs.
parce que c'est un critère dur de niveau 1. Les œufs, ça doit être bio au plein air, donc attention aux erreurs là-dessus. Y compris pour les ruptures, si jamais il y a des œufs qui arrivent et qui ne sont pas conformes, vous les renvoyez. Et puis, point de niveau 2, parce que notre objectif global à nous, c'est 2 macarons partout. Le reste, c'est du bonus. C'est des agrumes, pas d'agrumes traités, c'est un critère de niveau 2. Et donc, c'est pareil, il faut faire hyper gaffe parce qu'on a pareil des ruptures qui nous mettent dedans parfois. Voilà, le reste, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un peu votre cas. Je suis allé jeter un œil à la façon de travailler de certains d'entre vous. Donc, je vois que vous êtes bien engagés. C'est un peu comme nous, avec une façon de travailler en cartes saisonnières, en frais de saison, avec des cartes courtes et renouvellements réguliers, etc. Le reste, ça se passe assez bien. C'est surtout ça mes points de vigilance. Voilà, je ne sais pas où j'en suis sur le timing. C'est parfait. Merci Sans faute. beaucoup. Ok, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions suite à ce témoignage? Et vraiment, n'hésitez pas, c'est un des moments où on est là ensemble, ça reste entre nous, il n'y a pas de questions bêtes, etc. Donc, n'hésitez pas surtout. Et en attendant que les questions viennent, comme il y a eu un gros point sur les produits dans le témoignage d'Élie, j'en profite pour dire si certains d'entre vous ont prévu de passer à Expotel aujourd'hui. Sur l'afterwork de ce soir, on organise une rencontre avec des producteurs locaux de l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine sur l'espace des locales du Sud-Ouest. Donc, si jamais vous voulez venir, c'est à partir de 18h30 et ça vous permet du coup de goûter les produits des producteurs locaux. Moi, j'ai la liste. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer sur les producteurs qui sont présents ce soir. Et si jamais vous n'avez pas prévu d'y aller, mais que ça vous intéresse, que vous avez besoin d'un badge, n'hésitez pas aussi à me faire signe pour qu'on organise votre venue. Alors, il n'y a pas de questions spécifiques, que ça soit pour Ellie ou pour Eva. On peut aussi revenir sur le label écotable plus globalement. Alors, je vois pas de questions. J'en profite parce que c'est vrai que tout à l'heure, on est passé rapidement, on n'a parlé que de la formation. Sur le calendrier d'accompagnement, comme ça, je laisse un peu les questions décanter et arriver dans le chat. Donc, pour le calendrier d'accompagnement, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Il y aura donc cette matinée de formation qu'on a fixée au 15 janvier ensemble. Et ensuite, vous avez pas mal d'événements qui sont qui sont pas obligatoires d'y participer, mais qui seront des plus pour vous aider dans votre démarche et qui sont là accessibles aux adhérents de l'Office de tourisme. Faut savoir qu'en adhérant à l'Office de tourisme, vous avez un accompagnement supplémentaire à la RSE, au développement durable. Mais au-delà de ça, il y a tout un tas de services qu'on peut proposer. J'ai remis le contact de ma collègue Virginie, qui est d'ailleurs présente ce matin. Donc, si jamais vous avez des questions aussi par rapport aux adhésions, vous pourrez peut-être en discuter à la fin de l'atelier avec ma collègue Virginie. Voilà, je vois qu'il y a une question dans le chat. Ah non, je dois vous quitter. Ok. Bon, et ben, à plus tard, Cécile. Et sur certains, parce que du coup, c'est vrai qu'Elie parlait de la sensibilisation. Vous avez utilisé quoi comme outil pour sensibiliser vos équipes en interne? Vous avez fait une animation spécifique ou juste des grandes données sur l'alimentation responsable? Ça a été quoi un peu les tips là-dessus pour sensibiliser les équipes? Il y a eu des moments. En fait, on a une réunion annuelle qu'on appelle, enfin, qui est une réunion annuelle avec tous les chefs. Donc, c'est toujours un moment pour reparler du sujet. Et on tourne. Mais la première année, j'avais fait intervenir un spécialiste alimentation et nutrition du WWF. La deuxième année, j'ai fait une présentation, moi, qui suis assez spécialiste du sujet. Troisième année, on a fait intervenir un nutritionniste qui est aussi calé sur les sujets environnementaux et qui est venu parler notamment de l'équilibre alimentaire dans le cadre d'une cuisine sans produits d'origine animale, comment équilibrer une assiette du point de vue de la protéine, etc., qui puisse d'ailleurs notamment satisfaire à des sportifs.
voilà, donc il y a toujours un point on va plus ou moins en profondeur, mais en général, c'est une présentation d'1 heure, 1 heure et demie sur les enjeux environnementaux autour du sujet. Tout au long de l'année, quand je trouve des sujets ou des articles intéressants, des vidéos intéressantes, je leur envoie. Voilà, pour l'essentiel, c'est ça. Bah ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que nous, on peut aider à organiser si jamais dans les différents restaurants qui participent à cette édition d'Écotable, vous ressentez que c'est un besoin, que vous avez envie d'avoir un temps d'animation comme ça. On peut peut-être aussi nous réfléchir à une journée où on met tous vos chefs autour de la table et on prévoit un intervenant, bah, notamment la mairie de Paris, n'importe quoi. La mairie de Bordeaux a fait des recommandations recettes d'avenir sur une alimentation répartie en 75% d'origine végétale et 25% d'origine animale. Et donc, il y a toute cette recommandation-là. Ça peut être des interventions comme ça qui sont à la fois bons pour la santé, bons pour l'environnement et on peut penser à des interventions. Si vous estimez dans le process de remplissage de dossier que ça peut être pertinent pour vous, on peut s'adapter. En tout cas, même engagé et convaincu, je me permets d'ajouter quelque chose. J'ai retrouvé beaucoup chez les chefs un idéal, peut-être hérité de la cuisine française ou de la culture française de la cuisine, mais qui est se sourcer localement. Ça, c'est l'idéal du chef. Pouvoir aller au marché, se sourcer localement, connaître le producteur. Et il aime bien aussi que ce soit un petit producteur. Et en fait, souvent, dans son imaginaire, dans son idéal, dans son esprit, s'il achète à un petit producteur qui est pas loin de chez lui, c'est toujours bien. Et donc, c'est hyper intéressant d'aller l'aider à un peu élargir cette vision en allant expliquer les enjeux environnementaux qui sont derrière et en allant expliquer euh, pourquoi un petit. Alors, souvent, les petits éleveurs travaillent bien ou mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Et pourquoi aussi? Parce que ça vient d'à côté, ce n'est pas forcément bien. Donc, ça, c'est des sujets où je pense que c'est bien de venir tout le temps réexpliquer au chef. Au bout d'un certain temps, ça marche, mais on se rend compte que à l'issue d'une séance de formation, ils ont compris. Et puis 1 an plus tard ou 6 mois plus tard, on en reparle et les habitudes reviennent, quoi. Donc voilà. Et pareil sur l'incompréhension sur les labels, parce que c'est quand même une jungle, hein, les labels alimentaires. Il y a, je ne sais pas combien, 500 labels rouges sur différents produits qui existent. Je donnais cet exemple tout à l'heure, donc je le reprends, mais le porc, comprendre pourquoi est-ce que du porc label rouge est insuffisant, alors par exemple de la volaille en label rouge, c'est suffisant. Ça, c'est des sujets qui les intéressent beaucoup parce que c'est leur travail au quotidien d'aller choisir des produits. Et c'est vrai que se sourcer de façon responsable, c'est un supplément de travail très important pour le chef. Donc, plus il est éclairé, plus il est au courant, et quelque part, moins ce travail est fatigant et plus il est rapide à exécuter, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, toujours pas de questions à ce niveau-là. Et ben maintenant, on va vous faire participer. On a prévu un petit quiz parce qu'après, on va entamer sur une phase d'échange où vous pourrez partager ensemble vos bonnes pratiques responsables. Mais pour voir déjà où vous en êtes sur vos connaissances de façon assez ludique, on va vous faire un petit quiz sur la restauration durable. Alors, pas de panique, c'est anonyme. Donc, n'ayez crainte, voilà, vous pouvez répondre. Le but, c'est qu'on débriefe ensuite ensemble, on vous donnera tous les éléments de réponse. Donc, je vais lancer tout de suite le quiz. Pour certaines questions, vous avez des choix multiples. Pour d'autres, c'est un choix unique. N'oubliez pas de bien envoyer la réponse à la fin. Et puis voilà, je vous laisse réfléchir aux questions. C'est pas toujours si simple. On a mis des petits pièges parce qu'on sait que vous êtes quand même pas mal avancé sur vos engagements et que vous avez déjà des connaissances là-dessus. Donc, on a glissé des petits pièges. Alors, première question, qu'est-ce qui impacte le plus le bilan carbone d'un produit? Le transport, le mode de production, la saisonnalité ou les emballages? Donc, on vous invite à cliquer. Alors, une fois que vous avez
répondu à toutes les questions. N'oubliez pas de bien envoyer le résultat. C'est ça qui va nous Ah permettre oui, de elles faire le apparaissent débrief. toutes. Ok, super. Donc la deuxième question, qu'est-ce qu'un circuit court? Un mode d'approvisionnement local, un mode d'approvisionnement local et bio, un mode d'approvisionnement avec maximum un intermédiaire ou un mode d'approvisionnement local et avec un maximum un intermédiaire. Troisième question, quel est l'impact d'une tomate hors saison par rapport à une tomate en saison? Est-ce qu'il est le même? Jusqu'à 5 fois supérieur au bilan carbone, jusqu'à 10 fois supérieur au bilan carbone ou jusqu'à 20 fois supérieur? Quelle est la surface agricole mondiale nécessaire à l'alimentation des animaux? 30, 60 ou 80%? Alors là, c'est une des questions, comme il y a moins de choix, ça, forcément, vous avez une chance sur deux. Donc, 46% des Français achètent des produits bio et équitables tous les mois. Est-ce que c'est vrai ou faux? Combien pèse le gaspillage alimentaire tous les ans en France? Est-ce que c'est 10 tonnes, 2 millions de tonnes ou 10 millions de tonnes? Septième question, quel pourcentage de poissons européens sont considérés comme surexploités? Est-ce que c'est 13, 28 ou 56%? Et la dernière question, quel menu émet le moins de gaz à effet de serre? Une salade de tomates saison, steak frites et panna cotta, salade niçoise, poulet au curry et glace à la vanille, ou bien salade verte avec sauce, lasagne végétarienne et tarte tatin. Je commence à voir les premières réponses qui apparaissent. Ouais. 4. Je pense que c'est bon, on va pouvoir regarder les résultats. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Quelqu'un a besoin d'un peu plus de temps? Non. Bon, bah ça doit être bon alors. Allez, on scelle les résultats. Alors, qu'est-ce qui impacte le plus le bilan carbone d'un produit? 100% de réponse pour le transport. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. En fait, c'était le mode de production et la saisonnalité qui était ce qui impactait le plus le bilan carbone, puisque la saisonnalité, ça représente 70% de l'impact carbone du produit, alors que le transport, c'est 20%. Circuit court, mode d'approvisionnement local. Eh ben non, je pense que là, c'est justement le vrai faux qui doit souvent tomber, hein, Eva. Je ne sais pas si c'est un retour que tu as souvent, Elie en parlait un peu. Et Oui, donc, c'est bien un mode d'approvisionnement avec maximum un intermédiaire. C'est-à-dire que le circuit court est pas forcément local, mais bien sûr, local plus maximum un intermédiaire. Eva, tu me dis pas de bêtises, mais c'est quand même la meilleure solution possible. oui, tout à fait. C'est vrai on confond souvent en fait le local et le circuit court, alors qu'on peut en travailler en circuit court avec un producteur situé au Japon, tout comme on peut utiliser un produit local mais qui sera passé par 5 intermédiaires. Donc l'idéal, c'est évidemment d'avoir les deux, hein, un produit local en circuit court, mais c'est juste au niveau des définitions, voilà, c'est vraiment deux choses très différentes. Vous avez dit qu'il y aurait des pièges, hein. La tomate. Alors, la tomate hors saison a unanimité sur 10 fois supérieure en bilan carbone. Et ben, c'était 5 fois supérieur, notamment par la serre chauffée, en fait. Et il y avait une petite note, ça c'était une question qu'Eva nous avait transmise, mais qui disait que, bah, en effet, certains fromages et poissons ont aussi une saisonnalité, pas que les fruits et légumes. Et donc, c'était intéressant à prendre en compte. Ellie, Eva ou tous les restaurateurs qui sont présents. Je vous invite à prendre la parole si jamais ça vous fait un peu réagir ou si ça suscite des questions. Oui, peut-être pour réagir sur la saisonnalité des poissons ou de certains fromages, c'est lié en fait aux périodes de reproduction. Puisque par exemple, voilà, pour les poissons, il faut faire attention à ne pas pêcher pendant les périodes de reproduction, etc. Puisque voilà, ça peut sinon entraver la reproduction de l'espèce et notamment mener à son extinction. C'est pour ça que si on veut vraiment faire attention, au-delà des méthodes de pêche, des zones de pêche,
et des espèces pêchées, il faut aussi prendre en compte la période de pêche pour les poissons et pour ce qui est chèvres, vaches, etc. C'est les mêmes sujets. Quelle est la surface agricole mondiale nécessaire à l'alimentation des animaux? Donc, vous avez été trois à répondre 60%, une personne a répondu 80 et une personne a répondu 30. Et en réalité, c'est 80. C'est 80% de la surface agricole mondiale qui est nécessaire à l'alimentation des animaux. Et nous aime bien aussi, et c'est important de le répéter, dire que c'est l'agriculture est responsable est la plus première cause de déforestation dans le monde. Produire un Voilà. kilo de viande, c'est 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre que pour produire un kilo en moyenne de céréales. Et moi, un chiffre qui m'a vraiment surpris aussi, que je ne connaissais pas, c'est l'équivalent en eau. C'est-à-dire que pour produire un kilo de viande rouge, c'est entre 550 et 700 litres d'eau qui sont nécessaires. Et c'est vrai qu'on pense assez peu à la ressource en eau, mais moi, c'est un chiffre qui m'avait impressionné quand je l'ai appris. 46% des Français achètent des produits bio équitables tous les mois. Vous avez été 60% à répondre vrai et c'est une bonne réponse. Et en fait, il y avait aussi, moi j'avais trouvé cette donnée dans un doc de l'ADEME, l'Agence nationale de la transition écologique, qui disait aussi que 9 Français sur 10 consomment des produits bio, ne serait-ce que rarement. Parce il y a beaucoup d'articles qui sont aussi sortis sur les problèmes des agriculteurs qui sont en bio, en post-Covid et en situation d'inflation. Euh, mais du coup, ce document, ce chiffre-là venait après et est assez récent, c'est de cette année. Donc, ça marque quand même des choix, même si on a moins l'occasion, qui restent quand même assez pérennes dans les nouvelles habitudes de consommation. Combien pèse le gaspillage alimentaire tous les ans en France? 10 tonnes, 2 millions de tonnes ou 10 millions de tonnes? Vous avez été 2 personnes à répondre 2 millions de tonnes et 3, 10 millions de tonnes. Et c'est bien 10 millions de tonnes, soit en fait 30 kilos d'aliments jetés par personne par an. J'ai essayé de trouver des chiffres pour la restauration. J'en ai pas trouvé pour la restauration commerciale, j'en ai trouvé un pour la restauration collective. Donc, un établissement de restauration collective qui sert 500 clients jette en moyenne entre 15 et 20 tonnes, soit entre 30 000 et 40 000 euros de nourriture par an. Donc, c'est sûr que 500 clients, c'est une grosse tablée, mais c'est un chiffre que j'avais trouvé surtout avec l'équivalent commercial qui correspond à ce gaspillage alimentaire. Septième et avant-dernière question. Quel pourcentage de poissons européens sont considérés comme surexploités? Alors, personne n'a répondu 13%. Vous avez été 3 à répondre 28% et 2 à répondre 56%. Et en fait, c'était bien 28%. Donc là, la majorité a bien répondu. Et ce chiffre atteint même 85% en Méditerranée, où la situation reste globalement préoccupante, malgré un élément encourageant qu'on a vu en restauration par rapport au thon rouge, pardon. Selon l'Ifremer, 2% des espèces y sont considérées comme effondrées en Méditerranée. Donc, toutes ces données-là, nous, si jamais vous voulez les récupérer, on peut vous mettre tout ça à disposition, évidemment. Et dernière question sur le menu qui émet le moins de gaz à effet de serre. Vous avez été 4 à répondre la salade verte avec sauce, les lasagnes végétariennes et la tarte tatin. Et c'est la bonne réponse. Pour le menu salade de tomates de saison avec le steak frites et la panna cotta, on était sur 5,19 kg équivalent CO2. Pour le deuxième, avec la salade niçoise, le poulet et le curry, poulet au curry, riz et glace à la vanille, on était à 2,46 kg équivalent CO2. Et pour le dernier, avec les lasagnes végétariennes, on était sur 1,71. Donc en effet, c'est bien cette réponse-là qui était la bonne. Merci beaucoup. Donc, bravo à toutes et à tous. On va finir cet atelier par une phase un peu plus informelle.
je vous invite à ouvrir votre micro. Et en fait, moi, je vais tout simplement vous demander, parce que je vous ai rencontré un par un, donc je sais que vous avez déjà mis en place des choses vertueuses et que vous avez des ambitions qui sont encore plus vertueuses. Mais j'aimerais bien qu'on échange justement, qu'on prenne chacun la parole sur une bonne pratique responsable que vous avez pu mettre en place au sein de votre restaurant, que ça soit environnemental, social, voilà, ça peut être peu importe, mais une pratique dont vous êtes fiers et que vous souhaiteriez partager ensemble pour qu'on se tire vers le haut dans ces sujets-là. Alors, je vais donner la parole je vois Cécile qui a déjà son micro ouvert. Vous pouvez Bonjour. aussi dire dans quel restaurant vous travaillez, voilà, vous présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Cécile et je suis gérante du café Souco donc à Bordeaux. J'ai ouvert en mars dernier et donc la plus grosse action que je fais au quotidien, c'est finalement que le restaurant est 100% végétarien. Donc aucun produit carné ni poisson. Je fais un maximum aussi de propositions véganes, donc carrément sans produits animaux du tout, voilà. Et ça marche très bien, c'est-à-dire que j'attire une clientèle végétarienne évidemment, mais pas que. Et c'est un peu ça pour moi qui est le plus important, et c'est ce que je voulais faire en ouvrant ce restaurant. C'était vraiment montrer qu'on pouvait avoir une alimentation non carnée et que ça c'était adapté à tous, qu'on pouvait manger local, pouvait manger des choses originales, savoureuses, bien travaillées, sans viande, quoi. Et voilà, j'ai des très bons retours sur ça. La clientèle qui vient est vraiment variée, donc tout âge, à tout niveau social. Et finalement, le retour, c'est toujours que les gens sont surpris des associations de saveurs, des choses comme ça, et qu'on n'a pas l'impression qu'il manque la viande dans le plat. Donc voilà, ça, c'est un petit peu la fierté, et je suis très contente que ça puisse fonctionner comme ça, et ça amène aussi beaucoup de discussions avec les gens. Donc ça, c'est cool. Et après, une autre action aussi, c'était le tri des biodéchets. Donc, comme on cuisine énormément de légumes, on a aussi énormément d'épluchures, de choses comme ça. Donc on a le biodéchet. Voilà. Du coup, ça nous fait des toutes petites poubelles noires, et ça, c'est très, très satisfaisant. Donc, voilà. Ça, c'est les deux actions majeures qui sont mises en place dans le restaurant. Et vous travaillez avec quel partenaire pour les biodéchets du coup? Avec BC Compost, qui sont, je ne sais pas si les autres connaissent, mais donc une assoce d'ailleurs, je crois que c'est une association, qui viennent du coup en vélo, enfin en triporteur, pour récupérer les biodéchets toutes les semaines. C'est des seaux de 20 litres. Voilà, donc ça se remplit vite, mais, mais c'est pas mal. On a les mêmes à Bordeaux, ils sont très bien. Ouais, non, c'est très très chouette. Il me semble que la personne qui a fondé BC Compost venait du groupe Accor. Je trouve que c'est un ex-Accor, me semble-t-il. Donc, c'est quelqu'un qui avait aussi l'habitude des métiers de la restauration et de l'hôtellerie avant de créer son entreprise, il me semble, si je ne me trompe pas. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Merci beaucoup, Cécile. Voilà. Ah bah, moi, je veux bien rebondir du coup sur les actions. Donc, je suis Bertrand du restaurant Zéphirine. Je rebondis parce que nous, je pense qu'une de nos plus grosses actions, c'était de travailler effectivement sur les déchets. Donc, effectivement, on travaille aussi avec BC Compost sur la partie biodéchets parce qu'on a un chef qui travaille énormément les légumes également. Et donc, voilà, on a fait tout un travail, nous, sur vraiment le tri depuis le début. On trie le verre, les biodéchets, les emballages, enfin, on fait vraiment tout le tri sélectif. Et puis, on a travaillé énormément aussi sur la réduction des emballages et des déchets, en partenariat aussi avec nos fournisseurs. Donc, le retour de toutes les caisses de livraison, on demande à ce qu'on soit livré en caisse réutilisable. On a évité tout ce qui est emballage plastique, parce qu'on a également toute une partie épicerie. Donc, voilà, on a entre guillemets interdit tout ce qui est utilisation des emballages plastiques. Et on essaie de promouvoir toute la partie d'emballage réutilisable. Donc, on travaille qu'avec des emballages en verre. Alors, on n'a pas encore mis un système de consigne en tant que tel, mais on communique beaucoup auprès de nos clients sur le fait de venir eux-mêmes, soit avec leurs emballages, soit de nous rapporter ce qu'ils utilisent après achat. Enfin, voilà, donc pas mal de pratiques là-dessus. Après, on a eu la chance, c'est ce que j'expliquais à Nour quand on s'est rencontrés, ça fait pas très longtemps qu'on est ouvert, ça fait 2 ans, et on a vraiment eu le choix
de mettre en place ces stratégies dès le début pour impliquer les équipes dedans dès le début et pas avoir à mener un changement au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et du coup, c'est vrai que ça a bien aidé parce qu'on se l'est vraiment imprimé comme une des valeurs principales du restaurant, quoi. Et du coup, l'équipe a été embarquée dès le début du programme facilement ou est-ce que vous l'avez vraiment aussi senti comme un aspect dans le recrutement à l'ouverture, que le fait d'adopter cet ADN-là attirait des personnes qui étaient Alors, particulièrement on a conscientes? ressenti que ça les attirait et que ça les intéressait justement aussi de travailler là-dedans. Donc, on les a impliqués par rapport à ça, justement sur le travail avec BC Compost, puisqu'on a travaillé avec les équipes sur comment se mettre en place, comment organiser la cuisine et le travail dans la cuisine avec les seaux, avec des choses dont ils n'avaient pas forcément l'habitude dans des métiers d'avant. Et puis travailler aussi avec l'équipe de salle sur la communication auprès des clients, etc. Et en les impliquant dès le début, c'est vrai que ça les attire aussi de pouvoir mettre en place ce projet, quoi. D'ailleurs, ça m'amène à une petite question, mais peut-être qu'on en parlera après, sur la fameuse journée du 15 janvier, de voir dans quelle mesure on peut aussi intégrer un membre d'équipe peut-être avec nous sur cette journée-là, puisque nous, on va faire le choix de faire tout ce projet avec quelqu'un aussi dans l'équipe et de l'impliquer comme le responsable, entre guillemets, écotable, ou en tout cas le relais écotable de l'équipe. Donc, ce serait bien que peut-être qu'il puisse participer aussi avec nous, quoi. Je pense que vous avez l'avantage d'être un groupe assez réduit de restaurateurs, hein. Vous êtes 7 aujourd'hui, donc du coup, ça peut être à deux. Mm. Ça peut être fait à deux. Merci beaucoup, Élie. Bonne journée. On a bientôt Merci. terminé pour les autres. On Merci. finit juste ce tour de table, mais encore Au merci de revoir. votre témoignage. Merci, au revoir. Eh Euh, ben, je vais peut-être Sébastien qui a aussi son micro ouvert. Si vous pouvez partager voilà, quelque chose que vous avez pu mettre en place, dont vous êtes fier, ou si vous souhaitez rebondir par rapport à ce qui a déjà été dit. Alors, Sébastien du restaurant Les Chopes à Sushi, Les Chopes à Poké à Bordeaux. Euh, il y a pas mal de choses qui sont faites dans le restaurant. Là, on va dire que la fierté, c'est la labellisation Éco-Défi. hmm. Ça a été très impliquant pour les équipes et c'est vraiment un point que j'avais un peu sous-estimé en fait. Et je me rends compte à quel point ça fidélise les équipes d'avoir cette démarche éco-responsable, parce on recrute beaucoup moins, ce qui veut dire que euh, l'équipe est beaucoup plus stable qu'elle ne l'a été, sachant qu'on existe, on entame notre 3e année. On a mis en place, nous on travaille avec une société qui s'appelle Petit Seau qui vient récupérer la matière organique au restaurant. Donc voilà, toutes les équipes sont sensibilisées à ce tri et pas simplement le tri de la matière organique, le tri aussi, faut savoir bien trier et notamment les cartons, les bouteilles. Et on s'aperçoit que c'est pas forcément toujours le cas, donc il faut vraiment mettre la tête dans les bacs euh, pour vérifier que c'est bien le cas. Et puis une chose dont on est fier là, dernièrement, c'est qu'on travaille, nous on fait pas mal d'emporter et de livraison. Euh, et notamment avec Uber et Deliveroo, bien qu'on essaye de limiter notre collaboration avec eux pour des raisons purement économiques. Mais d'un point de vue environnemental, on est en train et on a démarré, on externalise la livraison qui est assurée justement par ces deux acteurs. Parce qu'on s'aperçoit que 100% de quasiment des livraisons Uber Deliveroo sont faits soit en scooter, soit en voiture maintenant. Donc on travaille déjà avec une société qui s'appelle Stuart, Ah oui. qui appartient au groupe La Poste. Et donc du coup, dans quelques jours, je pense d'ici fin novembre, toutes les livraisons Uber et Deliveroo, toutes les commandes Uber Deliveroo seront assurées par la force de livraison Stuart, sachant que Stuart garantit 100% de livreurs à vélo. Et puis accessoirement, ça permet aussi de diviser par deux la commission
que, que ponctionne C'est Uber. pas négligeable. Voilà. Donc ça a été un mal pour un bien, parce que ils prennent beaucoup trop de. Enfin, la commission est beaucoup trop importante. Et donc, en essayant de travailler sur le sujet, ben, en fait, l'aspect vertueux, ça a été d'assurer des livraisons 100% éco-responsables. Voilà. Super. Et c'est vrai que comme on l'a vu au début, c'est un aspect très important. Les transports, ça fait partie des pôles les plus émetteurs de carbone, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Et c'est un bel avancement en tout cas. Bravo pour. Merci. Je vais peut-être finir. Alors Olivier, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je vois que la caméra et le micro sont coupés. Si vous êtes toujours là et que vous souhaitez rajouter quelque chose, parler de votre bonne pratique ou réagir. Sinon, je laisse aussi les autres rebondir s'ils ont des questions par rapport à ce que vient de dire Sébastien. Je vois que le micro s'ouvre. Je suis toujours là. Parfait. Est-ce que vous voulez partager quelque chose ou des questions ou... Voilà, donc moi je suis le directeur du Latitude 20, qui est l'unité de restauration au rez-de-chaussée de la Cité du Vin, comprenant que la brasserie, le snack et la partie cave à vin. Aujourd'hui, on est déjà très pointu au niveau du tri, puisque la Cité du Vin était déjà largement inscrite dans une démarche responsable à ce niveau-là. Donc nous, on trie tout ce qui est plastique, aluminium, carton, biodéchets, tout venant. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on était déjà plutôt en place. Aujourd'hui, l'axe qu'on a pris de développement, c'est surtout sur la végétalisation de nos assiettes et le fait de recentrer nos approvisionnements. On a sorti là récemment une carte un peu plus courte que ce qu'on avait auparavant, mais aujourd'hui, 5 desserts sur 7 sont végétariens, 4 entrées sur 5 sont végétariennes. Au niveau des plats, on a un plat végétarien tout le temps et on a régulièrement des suggestions aussi végétariennes. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Et puis on va aussi s'appuyer sur Ecotab pour la mise en place d'une politique RSE fiable et implantée au sein de l'établissement. Voilà, d'ici à mars donc. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des dernières petites remarques, des questions, des choses sur lesquelles vous voulez rebondir avant qu'on se quitte pour cet atelier? Tout a l'air clair. Moi, peut-être juste pour Oui, compléter, vas-y. vous allez recevoir les informations pour vous connecter à Impact prochainement. Bon, on définira avec nous exactement quand est-ce que je vous les envoie. Et lors de l'utilisation d'Impact, donc si jamais vous avez des questions, etc., vous pouvez me les adresser directement. Sinon, il y a un chat directement sur Impact au cas où vous avez des questions. Et donc, il y a la personne en charge du suivi client qui pourra vous répondre. Tout ça pour vous dire que globalement, on est très réactif. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, que ce soit vraiment relatives voilà, à l'utilisation de la plateforme, aux critères du label, etc. N'hésitez pas. On se verra du coup le 15 janvier, voilà, au plus tard sinon. Et on a hâte aussi de commencer à travailler avec vous, puisque c'est vrai que ce partenariat, voilà, ça va être l'occasion aussi de faire connaître la démarche à Bordeaux et puis d'inspirer aussi tous les autres restaurants pour qu'ils puissent s'engager. Donc voilà, on est très content de commencer avec vous. Merci beaucoup, Eva. J'en profite. Et oui, Ouais. juste peut-être d'ici au 15 janvier, ce qui sera important d'avoir fait, c'est peut-être de s'être connecté à Impact et d'avoir rempli le questionnaire pour pouvoir arriver aussi avec vos questions lors de la journée et pouvoir voilà, essayer de rebondir peut-être sur des critères qui vous semblent difficiles, partager avec les autres des idées, des pistes d'action, mais déjà en bonne connaissance de ce qui est demandé par le label, comme ça vous aurez vos questions prêtes. Tout à fait. Et j'en profite du coup pour rebondir. Donc, pour toutes les questions en lien avec le label écotable, les critères, vous l'aurez compris, votre contact privilégié, c'est Eva.
Mais moi aussi, je reste disponible si vous avez des questions plus globales en lien avec la RSE. Sur Ecotab, il y a un annuaire de prestataires locaux, comme le disait Julie en introduction. Nous aussi, on connaît pas mal de partenaires locaux. Typiquement, ce qui a été cité, BC Compost, Mon Petit Seau, on les connaît très bien. Donc, on est aussi, nous aussi, connaisseurs de toutes ces solutions durables du territoire. Donc, grosso modo, n'hésitez surtout pas quand vous avez une question à me faire un mail, à m'appeler et pareil pour Eva. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Eh bien, merci de votre présence ce matin. Et puis alors, au plus tard, on se voit le 15 janvier. Mais en tout cas, encore merci de votre présence et à très vite. Merci, peut-être à ce soir à Expotel, s'il y en a qui Et seront. peut-être à ce soir à Expotel. À très Merci bientôt. beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.